Attaque de Contador, à la barre à Montes, on le sait. Le vainqueur de Paris-Nice, c'est un vrai grimpeur. C'est sans doute le plus beau grimpeur du Tour de France. Salut à tous, c'est Colby. On se retrouve pour After Cyclisme, votre talk de l'actu cyclisme. Je suis avec Piche, comme d'habitude. Piche, comment tu vas? Salut Colby, ça va et toi? La forme? Ça va super, hein. Écoute, on arrive à une période de l'année où on apprécie beaucoup, hein, avec les Flandriennes. Comment tu te sens, toi? Ah, plutôt bien. C'est vrai qu'on aborde un beau calendrier maintenant. Ça va enchaîner plusieurs courses par semaine et voilà. Après, on va vite arriver à mi-avril avec comme dénouement Paris-Roubaix. C'est exact. Et voilà, les Flandriennes ont déjà commencé en février avec le Newsblad et Kuurne, forcément. Là, on va arriver sur la période des courses qui s'enchaînent avec le 3, le Dwars, le Ronde, le Grand Wevelgem. Et on a déjà vu une équipe qui s'est distinguée bien plus que les autres, c'est la Jumbo-Visma. Puis je sais que tu as préparé un truc sur la Jumbo, je te laisse y aller. Et oui, en effet, comme vous l'avez vu au titre, voilà, qui pour battre la Jumbo? C'est vrai que la Jumbo commence un excellent début d'année sur les premières courses pavées. Et donc j'ai décidé de reprendre ça un peu dans le contexte. Donc déjà Jumbo vraiment depuis début 2021 avec l'arrivée de Wout vraiment en forme et focus sur la route. On a pu voir qu'il n'était pas très compétitif, on va pas se le cacher au tout début. Voilà, autour des Flandres, il n'y avait pas non plus une start list qui était impressionnante. Il y avait bien sûr du Wout, Affini, Decker, Enkorn, Rosen, Van Hooijdonk, Wijnand, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Idem sur Paris-Roubaix, il n'y a pas non plus de grands changements. Les résultats, c'était pas non plus ce qu'il y avait collectivement, on va dire. Il y avait des individualités avec Wout qui a terminé 7ème de Paris-Roubaix, mais bon, collectivement, c'était pas comme la Quick Step à l'époque qui dominait, qui gagnait tout, notamment en 2021, je crois Asgreen il gagne le 3 plus le Ronde. Voilà, la Quick-Step marchait sur tout le monde. Ensuite, en 2022, il y a eu l'arrivée de Tige Benoît et de Christophe Laporte. Donc voilà, petit changement, hein. C'était deux gros équipiers, même aussi deux gros outsiders sur les courses. Donc pour aider Wout, bien sûr. Mais voilà, pour jouer leurs cartes notamment, c'était vraiment ce qu'il fallait chez Jumbo. Toi, t'en penses quoi du coup, Colby, de l'arrivée de Tige Benoît et de Christophe Laporte en 2022? Ah, c'est clair que ça a ramené un énorme plus à l'équipe, hein. On a vu que l'apport était très intéressant, que ce soit pour aider Van Aert ou que ce soit pour le lancer en tant que poisson pilote aussi sur des étapes où il peut sprinter. On a aussi vu que l'équipe s'est améliorée, non pas que par l'apport de ces deux coureurs, mais aussi que stratégiquement. On a vu des coups avec du coup Laporte qui va devant, des coups avec Benoît qui va devant, on a vu des coups ils partent à deux, ou même avec des équipiers qu'on avait un peu moins l'habitude de voir, par exemple du Nathan Van Hooijdonk. Et c'est intéressant. Et l'arrivée de Benoît aussi a apporté un plus sur l'ensemble des classiques parce que Benoît peut aller faire des courses que Laporte n'a pas, que Laporte ne peut pas trop faire avec les Ardennaises, mais aussi que Van Aert, par exemple, des fois ne fait pas avec la Flèche Wallonne. Donc, ils sont vraiment devenus hyper complets sur les classiques, en plus d'avoir gardé cette stabilité sur les courses par étapes à côté. Donc, c'est vraiment intéressant comme arrivée. Je vais reprendre du coup sur une course notamment qui a marqué 2022 pour la Jumbo, c'est le E3. Donc d'ailleurs, en vrai, en IRL, le E3 pour nous, c'est demain. On tourne la vidéo le 23. Donc demain, le 3. Et justement, l'année dernière, au E3, c'était vraiment l'un des tournants de l'équipe qui était vraiment très 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 forte. Wout van Aert qui s'impose, Christophe Laporte qui fait deuxième, Tige Benoît 9e, on peut citer Tennyson qui fait 12, Van Hooijdonk qui fait 18. Voilà, c'était vraiment un grand pas collectif de cette équipe. Bon, mis à part ça, non plus, il n'y a pas eu de coup d'éclat collectivement. Par contre, encore de très bons résultats individuels. Du coup, Wout van Aert qui avait gagné l'Omloop au sprint, Laporte qui avait fait deuxième à Gand-Wevelgem, Tige Benoît deuxième à travers la Flandre. Voilà, le E3 pour eux, c'était vraiment la première vraiment grande force collective. On n'a pas vu ça depuis la Quick Step à l'époque. Euh, je pense vraiment que la Quick Step d'ailleurs qui commence un peu à être sur le déclin. Collectivement, c'était pas ça pour eux jusqu'à maintenant sur les courses pavées. Mais voilà, le E3, ça a vraiment marqué vraiment le début d'une nouvelle ère chez Jumbo. Et je pense que en 2023, cette année, avec l'arrivée de Dylan Van Baarle, le vainqueur de Paris-Roubaix, et de Jan Tratnik en tant que très bon équipier, je pense que ça marque aussi le grand tournant de ces équipes qui veut vraiment s'imposer sur
les courses pavées, flandriennes. C'est exact. C'est vrai que ça peut paraître un peu gamin de se dire: «On a perdu contre Van Barle en 2022, on va signer Van Barle». Mais aussi, l'aspect, individuel pour Van Aert qui est non seulement a besoin de gagner des courses, mais aussi besoin d'avoir peut-être un peu moins de pression sur ses épaules. Donc on va voir comment l'effectif tourne avec, cette équipe All-Star tout simplement, disons-le, hein. Bah, c'est vrai que ça me fait penser vraiment à l'équipe Quick-Step, la période 2017-2021. À l'époque, il y avait Gilbert, Tepstra, Stybar, Lampart, Asgreen ou même Sénéchal. Voilà, c'était des mecs qui faisaient toujours des podiums sur toutes les courses, les Flandriennes. Ils étaient toujours en supériorité numérique, toujours dans le bon coup. Rarement de pépins ou de pépins mécaniques. C'était une équipe qui était toujours présente. Et là, Jumbo, je pense qu'on est parti pour les voir pendant 3 ou 4 ans régner comme ça, s'ils continuent sur la même dynamique, hein, franchement. C'est ça, surtout que l'équipe est pas non plus très vieille. Van Barle qui a 31 ans, Ouais. Laporte qui doit être dans ces eaux-là aussi, vers 30 ans, Benoot pareil, Van Aert doit avoir dans les 28 ans maintenant, 29 ans. Que ouais, l'équipe est pas si vieille et pour, on sait que les Flandriens vont souvent vers les 35 ans, dans leur carrière donc ouais, on peut les voir pendant 3-4 ans, c'est clair. C'est vrai que, ouais, cette équipe, cette année 2023, la Jumbo a vraiment fait peur un peu à tout le monde. Ils avaient commencé 2022 sur des chapeaux de roue, hein, comme tu l'as expliqué avec Omloop, le 3, tout ça. On a l'impression que là, c'est reparti de la même manière, en 2023. Sauf que même quand Van Aert n'est pas spécialement là et n'est pas présent, Dylan van Baarle prend le rôle de leader, suprême. On a vu la performance sur l'Omloop où il part, tout seul. On a vu la performance sur Kurn, avec Laporte et Van Hooijdonk. Que voilà, ça va être dangereux. Va falloir les surveiller. Mais on a eu d'autres classiques qui nous ont permis de voir que sont peut-être pas les seuls à être bons et qu'il y a peut-être quelques coureurs qui peuvent venir les titiller. Je pense notamment à des courses comme Stradé ou Milan-San Remo qui ont montré que Van Der Poel était en forme. Que il est temps de faire la liste de ces coureurs, de toutes ces C'est équipes et de ça, de prévoir un qui peu peut les battre forces en la présence. Jumbo. Voilà, Voilà, donc je propose qu'on y aille équipe par équipe, un peu dans l'ordre et voilà, je cite les noms et des fois, ben, je te lance et je te dirai, ben, n'hésite pas. voilà. On va commencer avec la AG2R qui, on sait très bien, a eu son effectif un peu remanié pour les classiques avec, l'arrivée de Greg Van Avermaet. L'équipe d'AG2R, c'est pas fou, hein, depuis, l'arrivée, justement de cette, nouvelle, structure. Qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, sur, Van Avermaet, pardon, la scène et même un Kozenfra qui a apparemment réussi à devenir ce joueur de classique qui doit être. Ah, je pense quand même que Van Avermaet, reste quand même une valeur sûre. L'année dernière, on l'a pas trop vu et je crois qu'il fait top 5 au final sur le round. Où Nassen, de son côté, c'est vrai qu'on lui, ça fait 2-3 ans qu'il est un peu porté disparu. C'est dommage parce qu'il arrive vraiment à la fleur de l'âge et il arrivait sur la trentaine, il commençait vraiment à performer. Et puis d'un coup, on le voit plus quasiment. Et bah, pour Benoît Cosnefroy, hein, je demande qu'à voir, hein, tout simplement. C'est vrai qu'après son podium sur l'Amstel l'année dernière, on pensait peut-être qu'il allait plus facilement performer, alors que j'ai l'impression, dans un premier temps, il perf qu'en France. C'est un peu dommage, je trouve. Mais j'attends de voir. J'ai hâte de le voir sur ses courses. C'est un mec quel caisson, hein, franchement. Des courses de 250 bornes, je pense pas que ça lui fasse peur. Donc, à voir. On enchaîne avec Alpecin, avec, je pense, le gros favori, le gros, contender à toute cette Flandrienne, Mathieu Van Der Poel. On l'a vu, remporter Milan-San Remo avec, on va pas dire une aisance, mais un niveau, waouh, quoi. Il a déposé Pogačar, Van Aert, Ganna. Il a fait une descente incroyable, il a fini tout seul en solitaire. Je m'attendais pas à ce qu'il tienne autant, dans le plat, à l'arrivée de San Remo. Ah bah tu l'as dit, hein, Mathieu Van Der Poel, c'est le gros favori en compagnie de Wout van Aert, je pense pour moi. Sa forme est crescendo, hein, on l'a bien vu au Stradé, c'était pas ça. Il était juste, il revenait tout juste vraiment de la compétition après son titre mondial en cyclocross. Donc là pour le coup, Milan-San Remo, on a bien vu qu'il était simplement le meilleur. Donc là franchement sur les courses qui vont arriver, notamment dès demain sur le 3, voilà, ça va être l'un des gros favoris jusqu'au Tour des Flandres et jusqu'à Paris-Roubaix. Ça. On peut aussi noter, la présence de Jasper Philipsen dans cette équipe qui a justement gagné, Bruges de Panne la veille dont on tourne cette vidéo. Voilà, Jasper Philipsen sera sûrement présent sur, Gore-Wevelgem et sur, Paris-Roubaix. Des courses qui le correspondent beaucoup plus vu que c'est plus un sprinter rouleur.
Ça peut être intéressant aussi de voir comment, ils jouent la carte, avec un sprinter dans leur rang et de ne pas tout miser sur Mathieu Van Der Poel. Bah, on l'a bien vu lors de Tirreno Adriatico, hein, ça gêne pas du tout Van Der Poel de sprinter ou d'amener Jasper Philipsen. Il l'a fait. Je pense aussi qu'il aime ça, un peu valoriser les personnes qui travaillent pour lui. Donc je pense que si Philipsen a l'opportunité, Van Der Poel n'hésitera pas à rouler pour lui. On enchaîne avec Astana, une équipe un peu sur le déclin. On sait très bien déjà qu'Astana sur les Flandriennes, ça a jamais été trop ça. Il y avait l'arrivée de Jenny Moscon qui s'est mis au niveau de l'équipe tout simplement. Mais on a une petite surprise qui pourrait être intéressante à surveiller, c'est Alexei Lutsenko qui cette année décide de se concentrer sur les Flandriennes. Mais voilà, on attend juste à voir, je pense qu'il y a pas besoin de s'arrêter sur l'équipe, voilà, c'est l'équipe assez Non, non, décevante c'est malheureusement cette année. cette année, hein, c'est un peu triste, hein, l'équipe. C'est vraiment voire presque une catastrophe, hein. J'espère pour eux, mais bon, j'y crois pas absolument pas. Ensuite, il y a la Bahreïn, une équipe intéressante qui propose des coureurs, qui sont sur la pente ascendante. On peut commencer avec Matej Mohoric qui était intéressant sur Milan-San Remo, lui qui défendait son titre. Il a aussi été très intéressant sur Estrade Bianchi, bien qu'il finisse 6e ou 7e et dernier du groupe, qui était en tête. Il y a Fred White qu'on a vu l'année passée assez impressionnant sur le Tour des Flandres. Voilà, un mot à dire sur, cette équipe de Bahreïn qui se rajeunit aussi, quand même, avec l'arrivée de Jonathan Milan, parce qu'il y a quand même quelques vieux briscards aussi là-bas, du Henry Schossler, du Andrea Pasquale qui est arrivé, qui est déjà vieux, donc voilà. La Bahreïn, c'est les outsiders. Ouais, outsider, ouais, c'est une équipe qui est offensive, qui n'hésitera pas à lancer des mouvements de loin. Ils ont des coureurs qui n'hésitent pas à y aller, à partir à des coups de très loin. Ils n'ont pas le favori, et voilà, ils en profitent, et ils ont raison. Très bien. Ensuite, il y a la Bora. La Bora, c'est un peu dommage, cette équipe qui a pas vraiment réussi à se renouveler depuis le départ de Peter Sagan. Il y a toujours ces coureurs, Nils Pollitt qui sont là, il y a eu l'arrivée de Marco Haller, il y a Danny Van Poppel aussi qui est arrivé, mais on sent que sur les Flandriennes, ça prend pas non plus très bien. Il y a aussi quand même le néo-pro Viktor Koretsky qui est là, c'est important de le préciser, on pourra voir ce qu'il apporte à cette cuisine, de la Bora. On va continuer avec la Cofidis, qui n'a pas vraiment de gros coureurs, prétendant à la victoire. Ceci dit, il va Max falloir des cours Walscheid, intéressants. peut-être. Voilà, Peut-être il y a des cours Walscheid. intéressants avec Walscheid, Zingle, qui montrent peut-être des choses intéressantes cette année. Ça peut être bien, surtout pour, s'il y a une arrivée au sprint en groupe. Ah, un petit Il y comité, a c'est vrai qu'il peut régler. Il a une belle pointe de vitesse, il aime la flotte, l'un des seuls coureurs quasiment qui adore la pluie. Donc ouais, peut-être une petite classique, une semi-classique qui va arriver au sprint, on espère. Peut-être, allez, un petit top 10, petit top 5, tout est jouable. c'est ça. Et puis il y a aussi Peter Legars qui progresse d'année en année avec la Cofidis. Et puis il y a toujours Brel Coquard qui sera là, pour, son expérience et tout ce qu'il peut apporter, avec aussi justement une arrivée au sprint. On peut aller avec, on peut enchaîner pardon, avec l'AIF. Il y a la petite déception Alberto Bettiol qui, malgré sa victoire au Down Under, sur le prologue n'a pas l'air fou cette année. On l'a vu sur l'Estradé, il a chuté, donc on verra s'il va mieux. La chute avait l'air assez douloureuse, mais bon, on peut quand même parler de la présence de Stéphane Buisseguer, surtout sur des courses comme Paris-Roubaix, lui le gros gazier. Et il y a aussi un gars dont, on peut parler, on a beaucoup parlé ce début de saison, hein, forcément, c'est Nelson Poles. Le coureur va aller sur, la Douarse et le Tour des Flandres. Un mot sur, Nelson Poles, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce que tu le vois faire un top 10 ou même dans quelle situation tu le verrais aller chercher un top 10? La pédale, je pense qu'il aura peut-être un peu de mal à aller chercher un top 10, mais voilà, on sait que l'équipe EF, c'est une équipe qui marche très bien en ce moment. Paulès, c'est quelqu'un pareil qui n'hésite pas à aller de l'avant, donc il est puissant. Et peut-être, allez, peut-être sur une s'il anticipe de loin, comme pour les mecs de la Bahreïn ou comme un Nils Police par exemple, si ça anticipe, peut-être qu'ils peut-être qu'ils peuvent aller chercher un résultat, mais j'ai un peu du mal à y croire. Euh, Paulès n'a pas marqué ces dernières années sur les Flandriennes, donc je sais même pas s'il en a fait, donc Il a quand même un top 5 sur, les championnats du monde en 2021, hein. c'est vrai, C'était en certes effet, du le pavé un titre. peu moins dur, ouais, voilà, Ouais, c'est ça vrai que prouve sur qu'il est quand même les grandes courses, peut-être. À voir, hein, c'est pareil, c'est un beau coureur, c'est pas, il est pas attentiste, donc oui, ça peut être ça, sympa de le voir performer. ça. Et là, il vient de sortir aussi d'un top 10 de Milan-San Remo, donc on sent que les grosses courses, les courses compliquées et Ouais, 300 kilomètres dans les jambes, c'est ça ça. le dérange pas. On enchaîne avec la Groupama FDJ, une équipe qui, s'est beaucoup rajeunie ces dernières années.
mais qui a toujours son gros leader Stefan Kung sur les Flandriennes. On peut aussi citer Madouas en gros favori, avec ce qu'il a montré l'année passée sur le 3, le Tour des Flandres. Euh, il y a une bonne équipe autour d'eux. Il y a beaucoup de noms que je peux citer, je vais te les dire à la volée. Il y a Jake Stewart, Lewis Husky, Kevin Genietz. On peut aussi voir pourquoi pas Romain Grégoire et Sam Watson, qui peuvent les aider, qui peuvent faire leur première course, leur première Flandrienne. Qu'est-ce que t'inspire cette équipe FDJ qui non seulement rajeunit, mais en plus devient meilleure en fait? C'est ça, comme tu le dis, l'équipe devient meilleure au fil des années. C'est vrai que Madouas l'année dernière, c'était vraiment la très bonne surprise. On était habitué à voir Kung plutôt isolé, ou même Desmar être le seul à pouvoir accompagner un peu tout ça. Mais non, c'est vrai que depuis l'année dernière, il y a une équipe qui est plutôt très solide. Madouas, voilà, ça va clairement être le favori sur le round. Pour Paris-Roubaix, je pense que ce sera plutôt un profil pour Kung. Donc, moi, j'ai hâte de voir en tout cas Madouas s'exprimer et pour confirmer le fait qu'il puisse très bien encaisser les grosses courses de plus de 250 km. Et un petit mot sur Romain Grégoire qui est sorti 7e, je pense, d'Estradé. Il y avait peut-être un leadership partagé, du moins, c'était pas défini entre Madouas et Grégoire qui était au-dessus de qui. On a vu que Madouas était plus fort, mais Romain Grégoire, pour sa première course, a notamment dit que c'est déjà sa course préférée. C'est une course vraiment qu'il avait apprécié rouler, où ça se tapait en fait dans tous les sens. On a aussi vu Romain Grégoire qui, quand Van Der Poel attaquait, il suivait directement. Donc, voilà, qu'est-ce que Romain Grégoire peut t'inspirer sur une course comme le Tour des Flandres, lui, même si on sait que c'est plus un puncher complet? Qu'est-ce que tu vois faire sur les Flandriennes, Bah, je pense que s'il y va? c'est un coureur qui va se découvrir, hein. Je pense qu'il a hâte de voir un peu les capacités qu'il peut développer sur certains types de courses. Voilà, comme tu as dit sur l'Estradé, il savait pas comment son corps allait réagir. Au final, c'est sa course préférée quand il termine. Donc peut-être que ça peut être une très belle surprise sur ce type de course. Donc voilà. Donc je pense qu'il va se découvrir et puis bah, s'il réussit à peu aider ses collègues, je pense que sa journée sera réussie. On enchaîne avec la Ineos, l'équipe d'où Dylan Van Baarle vient, justement. Une équipe qui doit un peu se reconstruire après le départ de leur vainqueur de Paris-Roubaix. Alors, je vais te citer les coureurs, avec aussi leur entre guillemets bilan médical, parce qu'il y en a beaucoup qui ont chuté ou qui sont blessés cette saison. Il y a Thomas Pidcock qui a souffert en fin de Tirreno, qui était malade. Il y a Ben Turner qui revient de blessure. Et derrière, bah, c'est Kwiatkowski, Ganna, Narvaez, Sheffield. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe? On sait que l'équipe sera sûrement tournée autour de Filippo Ganna, qui est sorti d'une deuxième place de Milan-San Remo. Bah, c'est vrai que Ghana a annoncé avoir le Paris-Roubaix dans le viseur. C'est peut-être c'est vrai une course qui convient parfaitement à ses caractéristiques, un très gros rouleur, après à voir comment il s'adapte sur les pavés. C'est vrai que c'est toujours difficile d'appréhender ces pavés qui tapent fort. Pouvoir Kung, c'est quelqu'un qui a le même gabarit, il s'adapte très bien. Donc ça peut être que être bénéfique pour lui au final d'avoir un gabarit comme ça pour ce type de course. Donc j'ai un petit doute quand même sur le Tour des Flandres. Je sais pas si ça peut s'il peut être à l'aise ou pas. On voit que Steph Kung au final c'est un peu délicat pour lui en fin de course son physique. Donc peut-être que Ghana va réussir à mieux gérer ça. Mais ouais c'est une équipe comme d'habitude, de toute façon, qui n'a pas vraiment de gros leaders attitrés comme peut avoir la Jumbo par exemple, mais qui a beaucoup d'outsiders à voir. Et c'est vrai que Ganna est quand même un des gros noms à entourer pour Paris-Roubaix, car c'est quand même lui qui l'année passée qui a le record du secteur d'Arambert. Donc le voir peut-être cette fois leader et pas équipier de Van Baarle dans une stratégie où ça tente un coup de bordure et que tout le monde doit rouler à fond dès le début, ça peut être très 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 dangereux. On enchaîne avec la Wanty, l'Intermarché Circus Wanty. Ça va être découverte pour Guillaume Guermet sur le Tour de Flandre. L'année passée, il était victorieux du Grand Wevelgem. Il a déjà fait le 3. Euh, il y a eu les départs de Christophe. Faut toujours citer qu'il y a la présence de Adrien Petit, Mike Tennyson, Taco Van Der Rohe. Il y a les néo-pro Lorenz Rex. Qu'est-ce que ça t'inspire cette équipe anti qui se renouvelle mais qui a toujours un groupe solide quoi? Ouais, comme tu dis, c'est solide. Je vois Taco Van Der Aert, c'est le gros moteur. C'est quelqu'un qui est très marrant à voir en échappée, tu vois son style d'être à bloc. C'est un très bon coureur. Mec Tennyson, j'ai hâte de le voir, hein. C'est un coureur qui était emmerdé par pas mal de soucis de santé et soucis de physique. Donc voilà, le revoir dans une équipe où il est sûrement plus à l'aise
quand il était chez Jumbo, ça peut être que bénéfique pour lui. Et Adrien Petit, je sais qu'il s'est pété la clavicule, je sais pas ce qu'il s'est pété, mais je sais plus exactement, mais il est blessé, donc je sais pas s'il va être remis pour les grosses classiques. Mais voilà, c'est une équipe qui pareil que pour la Bahreïn, c'est une équipe qui peut avoir de très bons outsiders en partant de loin. Et on enchaîne avec la Movistar cette fois. Comme précédemment d'autres équipes, il n'y a pas vraiment de gros leader. Ceci dit, on a quand même quelques mecs qui peuvent prétendre à un top 15 ou même à des coups qui vont assez loin. J'ai cité Aranburu, Ivan Garcia Cortina, Matteo Jorgensen, qu'on a vu plutôt en course par étapes, mais qui sera présent sur quelques Flandriennes. Ivan Romeo, un néo-pro aussi, qui est intéressant, qui a un profil assez complet, qu'on a vu beaucoup en échappée ce début de saison. Je pense qu'on va pas s'attarder dessus, c'est des coureurs qui sont pas très inspirants, on va pas se mentir. Ceci T'as dit, tout dit, ça hein. peut toujours jouer à un top 15. Ouais, voilà. Movistar, ça n'a jamais été une équipe qui a performé sur ce genre de course. Les Movistar, c'est les grimpeurs, et puis voilà, point. Il y a la Quick-Step ensuite. On en a beaucoup parlé, hein, parce que c'est un peu notre déception de ce début de saison et même des dernières Flandriennes. On va quand même citer les quatre gros, les quatre fantastiques, on va les appeler. Ils sont en bleu aussi, donc parfait, ça colle. Les quatre fantastiques. Yves Lampart, Florent Sénéchal, Casper Asgreen, Julien Alaphilippe. Le dernier peut-être un peu plus surprise. Il a annoncé que cette année c'était les Flandriennes. Julien Alaphilippe, est-ce que tu le vois déjà être leader pour cette équipe ou tu le vois plutôt s'englober dans justement se mettre plutôt en symbiose avec les quatre, enfin, avec les trois autres, tu vois. Ça dépend de sa condition. Voilà, à la Philippe, on l'a bien vu il y a quelques années, où il y a 2 ans, il y a 2 ans, il me semble, sur le Ronde, sans sa chute, voilà, il arrive avec Van Aert et Van Der Poel. Voilà, c'est vraiment une petite déception, hein. Ça enchaîne la malchance, les contre-performances, pardon. On sait pas à quoi s'attendre, hein, vraiment. Ça va être soit tout blanc, soit tout noir avec eux, je crois. Ouais. On l'a vu quand même un peu plus en forme que d'habitude avec le Tirreno, il a fait deuxième d'une étape. On a vu que il semble un peu plus lourd peut-être parce qu'il passe moins bien l'école. On le voit quand même plus solide et beaucoup plus rouleur aussi pour emmener les sprints. Ça peut peut-être qu'il s'est mis en condition flandrienne pour le coup et vraiment pas ardennaise comme il fait d'habitude et que ça peut jouer quelque chose. Peut-être, peut-être. Après voilà, je vais pas m'étendre sur le débat là, Philippe, mais pour moi, je pense que c'est un peu une erreur de, une erreur de parcours, hein, ce qui fait de s'attarder sur les Flandriennes. Voilà, ce sont des courses qui sont complètement aléatoires et il perd son plus grand atout, le punch à giclette. Là, il aurait pu régner pendant encore beaucoup d'années sur ce genre de course comme la Flèche, gagner enfin Liège. Voilà, je trouve ça dommage. Et bon, après, de toute façon, son équipe, bon, comme on l'a dit, des mecs comme Asgreen, c'est des mecs qui ont un peu la poisse depuis quelques temps. Euh, on peut Lampard parler. aussi, hein, il avait chuté l'année passée Ah sur oui, voilà. Paris-Roubaix. Sénéchal, je pense qu'elle a beaucoup de problèmes mécaniques lors de ces dernières Flandriennes. Donc, ouais, c'est vrai. On passe à l'Arkea. Arkea Samsic qui a. Je vais quand même mettre un favori au-dessus de tous les autres parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont une myriade de coureurs assez sprinters classiques et capables de passer les pavés. Ouais, les semi-classiques, hein. C'est C'est vraiment, ça. ça peut jouer des top 10, des top 5 sur des semi-classiques, mais sur les grosses classiques, après, c'est un peu compliqué, je pense, quand même. Il y en a quand même un que je vais te mettre au-dessus des autres. C'est Mathis Louvel. Ouais, je pense à Une lui année aussi. passée qui arrivait sur les Flandriennes et qui a été très intéressant. Je pense qu'il fait top 15 de quasiment Flandrienne. Euh, Est-ce que cette année il a encore progressé? On sait que on va dire que c'est le plus belge des Bretons, nous on aime dire parce que du coup il habite en Wallonie. Souvenir? Il habite à Liège, je crois. C'est ça, parce que sa copine est de Liège, tout ça. Mais voilà, le plus belge des Bretons. Euh, Comment est-ce que tu le vois justement prendre encore une dimension supérieure et pourquoi pas du coup aller chercher un top 10 voire même top 5? Alors, plus fort, oui, peut-être, mais je sais pas s'il va être en condition, hein, parce que Vauquelin en a énormément parlé, il a beaucoup travaillé avec lui récemment sur les dernières courses comme Paris-Nice, ou même avant, plutôt dans la saison. Donc, tout le monde le dit qu'il est plus fort au sein de l'équipe, mais après, à voir voilà, si lui, il aura la condition pour ses courses maintenant qui arrivent en avril, quoi. Ok. Pour citer les autres coureurs, il y a Warren Barguil qui pourra toujours être intéressant sur le profil plus puncher flandrien, donc type Tour des Flandres 3. Il y a Jente Biermans qu'on a déjà vu performer en début de saison. Je pense que c'était même le coup de cœur de Gilles pour le mois de février. Il y a Amaury Capiot qui est toujours présent pour sprinter et passer les secteurs pavés, tout comme Hugo Stetter et Luca Mozzato.
on a quand même une interview de Jente Biermans qui parle de son parcours et de ses débuts de saison et son approche des Flandriennes. Et quels sont tes objectifs cette saison? Mon objectif est le classique flamand et aussi aujourd'hui. Donc c'est un coup important pour notre équipe et je pense que nous sommes ici avec une bien équipe et avec Hofstetter et Mozzato. Donc oui, c'est un coup important et aussi l'autre grande course à Belgique, Wevelgem, Tour de Flandre, etc. Un bon résultat au Tour des Flandres serait important pour toi, tu penses pouvoir faire... C'est quoi ton objectif sur le Tour des Flandres par exemple? Ouais, c'est un course, c'est important et c'est toujours difficile pour dire quelle place, mais j'espère pour rouler un beau final. On peut aussi rajouter pour l'Arkea Mathis Lebert qui, pourquoi pas, on a vu qu'il était intéressant sur l'Omloop, pourquoi pas l'emmener sur d'autres courses type le 3, Edwards, et puis voire même Tour des Flandres s'il a les jambes. Hein. La DSM maintenant. On a vu John Degelcom qui revenait un peu en forme, même si on sait que ça va pas trop bien ces dernières années, dans le sens où c'est plus le coureur que c'était avant. Il a plus ses jambes de 20 ans. Ça. Lui qui a déjà gagné Paris-Roubaix, qui a toute son expérience à apporter à cette jeune équipe de la DSM. Ceci dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de noms à sortir pour cette équipe. Peut-être citer Sean Flynn qui était intéressant sur des semi-classiques belges. Pourquoi pas? Mais ça me semble un peu trop tôt pour cette équipe. On va directement enchaîner avec la Jayco, qui a Michael Matthews en gros outsider quand même. On l'a déjà vu performer sur les Flandriennes. Il y a l'arrivée de Zelex Tibar, mais quel Zelex Tibar arrive là-bas? Ça, on n'en sait rien, pour être honnête. L'année passée, c'était déjà pas fameux, il y a eu beaucoup de problèmes de santé. C'est Stibar, quoi. C'est ça. Ensuite, il y a la Trek, une équipe très intéressante avec un sérieux outsider qui s'appelle Jasper Stuyven. On a plus vu Mats Pedersen pour le moment mis en avant sur les dernières courses, mais la Trek fonctionne souvent comme ça, avec un Mats Pedersen vers mars et un Stuyven vers avril. Comment tu vois un peu cette équipe s'animer? Comment tu les vois? Qu'est-ce que tu as envie de dire en voyant Jasper Stuyven cette saison? Bah, c'est vrai que si on voit Stuyven aussi en forme que peut être un Pedersen depuis cette année, c'est vrai que ça peut être vraiment l'équipe surprise. Hein. On n'en parle pas beaucoup, on parle surtout des ovnis Van Der Poel, Van Aert et Tadej Pogacar. C'est vrai que si on pouvait en rajouter un petit quatrième, c'est vrai que Stuyven, voilà, il va arriver à l'aube de ses 30 ans. Il a peut-être bien plus de 30 ans, je ne sais même pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça peut être top de le voir, de créer la surprise. Ouais, surtout qu'il y a une bonne équipe autour. Il y a Marcus Solgaard qui, bon, il a toujours été bon sur les courses longues. Maintenant, à voir si il arrive un peu à step up parce que les attentes ont quand même été assez grandes après ses performances sur les championnats du monde, championnats d'Europe, et notamment le 3 il y a 2 ans. Maintenant, il y a toujours une équipe autour avec Finn Simons qui montre de très bonnes choses au début de saison. Donc, à voir si lui, il aura un rôle un peu plus électron libre ou s'il sera totalement dévoué à ses leaders. Et puis en néo-pro, il y a toujours un Matthias Vacek qui est intéressant sur tous les profils. Lui qui est vice-champion du monde et d'Europe en espoir. Et aussi Thibaut Nys qui on n'a pas encore vu ce début de saison, mais on ne sait jamais s'il va sur les Flandriennes. C'est des parcours qui lui conviennent très bien. Je pense qu'il a fait une première partie de saison en cyclocross, du coup, à voir l'adaptation, pardon, et ce qu'il propose avec la Trek. Et enfin, comme dernière équipe pour le tour qui se présente, il y a la UAE. Je te laisse directement y aller, hein, je ne vais pas dire le nom. Tadej, UAE. Voilà. tapis sur Pogacar bien sûr. Là, il sort encore d'un Paris-Nice, de toutes ses courses, de toute façon, tout ce qu'il fait, voilà, c'est que des réussites. À voir. C'est un coureur qui a toujours été en forme sur toutes les courses qu'il fait, donc il peut clairement taper ce monument et ce serait mérité, hein, franchement. C'est ça. On l'a vu sur Milan-San Remo faire toujours sa classique d'attaquer sur le Poggio. Cette fois, il s'est fait contrer par Van Der Poel. Est-ce qu'on n'en trouverait pas quelques petites faiblesses justement à Pogacar sur ses courses à l'arrivée des Flandriennes? Peut-être, hein, ça reste quand même un grimpeur et surtout un coureur par étape. Peut-être qu'au bout d'un moment aussi, il va montrer un peu de faiblesse et peut-être que sa forme aussi n'est pas optimale ou je sais pas comment lui il travaille après en interne. Peut-être qu'il court beaucoup, mais au bout d'un moment, peut-être que la forme, voilà, ça reste quand même un être humain normalement composé, je pense, jusque-là.
Et à voir du coup. Mais de toute façon, je reste sur mon avis qu'il va le gagner que Paris-Nice. Je l'ai annoncé. J'espère que ça va toujours tenir. Il a pas gagné Milan-San Remo. Voilà, j'espère que mon petit Paris va aller au bout. Mais ouais, pour le spectacle, Tadei, c'est quand même quelque chose, hein. C'est magnifique pour le vélo en tout cas. Et d'ailleurs, il s'est rajouté sur la startlist de l'E3 assez récemment, à la volée comme ça. L'E3, tu le vois le gagner ou pas? Toujours pas? Toujours zéro Ah victoire à bah part Paris. c'est vraiment la répétition générale du Tour des Flandres, hein. C'est quasiment le même parcours. C'est à quelques kilomètres près, c'est l'enchaînement de secteurs pavés. Non, je le vois franchement, bah ouais, top 5. Ça m'étonnerait qu'il attaque à 50 bornes, 60 bornes comme il le fait sur n'importe quelle course. Voilà, beaucoup. Peut-être qu'il veut vraiment juger à la pédale dans un premier temps, avec Wout van Aert, Van Der Poel, des Stuyven, des Madouas. Donc je pense qu'il fait vraiment ça peut-être pour se mettre au niveau des autres, ou voir comment il est peut-être. Bah, tu sais quoi? Vu qu'il fera sûrement pas grand Revel Game et que ses prochaines grandes courses du coup vont être Dwars et Ronde, Le tu sais 3 quoi? Je vais plutôt, te hein. dire qui va dynamiter la course. Et pourquoi pas aller la gagner. Maintenant, je la victoire, je suis moins sûr parce qu'on a vu que beaucoup de monde pouvait suivre. La course est plus courte, donc il y aura peut-être des groupes plus gros et plus conséquents pour sprinter, donc on verra. Mais je t'ai dit, il va dynamiter la course. Ensuite, les équipes Conti Pro, Wildcard, tout ça. On va ensuite enchaîner avec la Israël. Là, ça peut être déjà plus intéressant. C'est une ancienne World Tour, donc forcément, il y a de quoi parler. Et il y a notamment un Seb Van Mark qui est en forme et dont on a une interview par son directeur sportif, Rick Verbrugge, qui nous parle un peu de Sven Van Mark et de sa saison à l'approche des Flandriennes. On se demandait en début de saison quels étaient un peu les objectifs d'Israël pour 2023. Je pense, on a bien commencé au début de saison. Ouais. C'est vrai qu'on a une équipe qui est un peu plus axée sur les grimpeurs que sur les cours des classiques, mais un Seb Van Mark devrait bien faire sur les classiques. Est-ce que Seb est revenu en forme cette année? Il pourrait essayer de viser des... Oui, il a fait un beau week-end d'ouverture. Samedi et dimanche sur l'Omloop, les Kurnes étaient vraiment présents. Maintenant, il ne va pas sur Paris-Nice et Tirreno, justement pour avoir un peu d'extra fraîcheur pour quand les classiques vont arriver. Mais je pense qu'on peut attendre quelque chose Seb cette année. Et il y a aussi Dylan Teuns, qui est un peu discret cette année, mais qui reste quand même un très bon coureur. Donc je pense qu'il peut aussi avoir son petit mot à dire sur une course, pourquoi pas. Ça, sachant que de toute façon, Van Mark, on sait qu'il y a souvent un petit problème, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il gagne pas, donc avoir un plan B, c'est toujours Ouais. intéressant pour lui. Ensuite, une autre équipe qui était en World Tour l'année passée, c'est la Lotto. On les a vus bons sur les semi-classiques, on les a vus moins bons sur les classiques World Tour. Qu'est-ce que ça va donner du coup? On a vu Arnaud Delis, bon sur le Newsblad qui a un peu, entre guillemets, sauvé les meubles parce que Campenard, ça n'a pas été très très intéressant. Il a beaucoup chuté aussi ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe? Je te fais quand même vite fait la liste des noms. Il y a Florent Vermeersch, Casper De Buist, donc il y a Victor Campenard comme on l'a dit, il y a Brent Van Moer, il y a les arrivées de Matthijs Paskens et il y a Jarne Van de Paar aussi qui a montré des trucs intéressants, notamment sur le Sama. Voilà, qu'est-ce que l'équipe t'inspire? Est-ce qu'elle peut aller titiller les World Tour et qu'est-ce qu'Arnaud Delis peut faire? Titiller World Tour, je sais pas trop, mais par contre, c'est vrai qu'on a vu cette équipe très 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 offensive sur ces dernières courses. Voilà, ils n'hésitent pas à partir de loin, à rouler notamment aussi, à prendre les choses en main. Et c'est vrai qu'au Sama notamment, on a bien vu l'équipe tout mettre en œuvre, soit pour Campenard s'en échapper, ou soit pour Menten aussi pour le. Non, c'est pas Menten. Si, Menten, Si, c'est Menten Menten. pour les sprints. Et même pour Menten. Et même pour Menten au sprint. Donc non, c'est voilà quand il se considère en tant que leader sur certaines courses, et notamment sur les semi-classiques belges. Voilà, ils assument leur rôle et c'est très bien pour eux. Très bien. Il y a la totale avec bon, Sagan, Turgis. Toujours pas trop de leadership, comment ça se passe. Je pense que ce sera plus pour Turgis, avec Sagan qui a peut-être manqué sa chance où il en sort Remo. Ensuite, il y a toujours des bons équipiers autour avec Van Gestel, Dujardin, Vera. Et il y a là, pour finir, la Uno X avec Alexander Christophe qui est arrivé, qui pourra justement encadrer cette équipe très jeune aussi, avec du Rasmus Stiller, du Søren Warnskjöld. Et peut-être un dernier mot sur les deux dernières équipes que j'ai citées, Total et Uno X. Non, t'as bien résumé la chose. C'est vrai que Sagan, c'est voilà, c'est le Sagan vieillissant un peu.
Turgis, pareil, souvent malchanceux, qui se pète la gueule souvent. Une par contre, c'est vrai que ça peut être une belle surprise. Christophe qui encadre très bien ça, mais par contre avec des coureurs qui sont très très bons. Donc ouais, ça peut être une petite surprise sur le Rhône ou Paris-Roubaix. C'est ça. Et comme dernière équipe, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais la Jumbo elle-même, en fait, peut-elle se saborder elle-même sur ses propres courses? Bien sûr, c'est vrai que ça peut être un danger. Ils peuvent mettre aussi le mauvais pion devant. Ça peut arriver qu'il y en ait un ou deux, comme Nathan Van Hooydonck ou Tige Benoît par exemple, qui peuvent aller devant, même s'ils sont des coureurs qui sont très forts. Mais s'ils se retrouvent face à des coureurs qui sont plus rapides qu'au sprint, bah voilà, ils se font avoir, hein. Derrière, il y a Wout van Aert, Christophe Laporte, c'est vrai que c'est bête. C'est ça. Ce qui conclut cette introduction aux Flandriennes. J'espère que vous n'avez manqué aucun nom, que vous saurez à chaque fois reconnaître les coureurs dès qu'il y aura des attaques. Vous saurez dire: «Ah, c'est vrai qu'ils en ont parlé, il peut être intéressant, attention, faut se méfier». On a été là pour ça. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais quand même remercier déjà Tom qui a refait un peu la charte graphique d'After Cyclisme et aussi Hugo qui nous a aidé justement pour faire la liste de tous ces Flandriens qui seront présents sur les courses. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable moment sur ces Flandriennes justement, c'est des courses très belles à voir et c'est le moment aussi un peu de peut-être faire découvrir le cyclisme et faire découvrir des coureurs à d'autres mondes. Portez-vous bien. Salut!